Faire rentrer l'arcade à la maison. Pour peu que vous soyez né avant 1990, il y a de fortes chances que ce slogan vous l'ayez entendu à de nombreuses reprises, et si aujourd'hui le secteur vivote à travers des salles comme La Tête dans les nuages, ou grâce à l'initiative de passionnés qui réparent, entretiennent et mettent à disposition des bornes, dans les années 80 et 90, l'arcade c'était le fer de lance du jeu vidéo. Des endroits sombres où les joueurs pouvaient essayer des titres inédits sur des machines dédiées dont la puissance était démultipliée en comparaison des consoles de salon. Mettre une pièce dans une borne, c'était la promesse d'être ébloui par des graphismes futuristes, le tout servi avec un framerate aux petits oignons et une qualité sonore que nos machines domestiques ne pouvaient égaler. Ouais, l'arcade à la maison. Nous avons fini par l'avoir et ce rêve en devenant réalité avec la 5ème génération de consoles, finit par provoquer lentement la disparition du secteur. Et si Sony a gagné la bataille avec sa PlayStation, Sega et sa Saturn ont indéniablement su se démarquer en apportant réellement l'arcade à la maison. Alors que sa ludothèque est en pleine redécouverte ces dernières années, la poussant au devant de la scène rétro gaming grâce à une émulation stable ou au Saru, rendant accessible l'immense bibliothèque japonaise aux commandes mortels, il était temps, je pense, de faire un tour complet des adaptations arcade sur Saturn. Un tour complet qui se fera en plusieurs vidéos. Ayant recensé près de 153 jeux, vous imaginez bien que je ne vais pas faire une vidéo fleuve de plusieurs heures. Peut-être après, à la fin, je rassemblerai le tout dans une énorme vidéo. Alors prenez un bon thé, un plaid, on va traverser ensemble un tunnel allant de 1994 à 1999, faites chauffer votre plus beau stick arcade ou votre Virtua Gun, c'est parti. Et ce tour d'horizon des jeux d'arcade commence avec un jeu connu en Occident sous le nom de Puzzle and Action, Treasure Hunt, une adaptation Saturn de la borne STV. STV c'est pour Sega Titan Video, c'était un système d'arcade très populaire à l'époque. Et Treasure Hunt, c'est le 3ème opus de la série Puzzle and Action et le premier de la série à être entièrement en 3D. Le soft, c'est une série de mini-jeux, il y en a 22 en tout, qui sont chronométrés, souvent basés sur les réflexes, l'observation ou la logique. Le game system est dynamisé par l'affrontement avec différents ennemis, dont la défaite dépend de votre victoire au mini-jeu. C'est un jeu très sympa, surtout à deux, mais attention cependant si vous parlez pas japonais. Cela peut s'avérer bloquant, enfin jusqu'à ce que vous sortiez Google Translate. Quelques ajouts intéressants pour cette version Saturn, avec le Treasure Mode, où le joueur explore une carte d'aventure, avec différents embranchements, et un système d'items à récupérer dans une boutique. Items utiles pour l'aventure, permettant d'obtenir divers bonus, et en même temps, d'accéder à un mini-jeu caché. Plus narratif et stratégique que ses aînés, Treasure Hunt est réputé comme le plus complet de la trilogie. Franchement, c'est à faire un soir avec un pote, c'est très très drôle. Classique des salles d'arcade sorties en 1987 en pleine Top Gun Mania, Afterburner avait marqué les esprits surtout pour ceux qui avaient eu la chance d'essayer la borne originale montée sur vérin. Alors les plus chanceux avaient même pu tester une borne à 360 degrés, une borne qui synchronisait le mouvement de la cabine avec ce qui se passait à l'écran. Sa popularité en fait l'un des premiers titres d'ailleurs de Genesis, enfin sur Mega Drive si vous préférez pour les Européens, et cette conversion Saturn se veut plus fidèle graphiquement. Présente également sur la compilation Sega Ages en Europe et aux USA, le Japon eut droit pour sa part à un soft en version individuelle. Un titre sympathique et accrocheur que Sega nous ressort de temps en temps, soit à travers les Shenmue ou à travers la série des Yakuza. Premier rail shooter de la liste et pur produit par son esthétique des années 90, Area 51 sent bon le kitsch et les séquences digitalisées. Atterri nous livre une histoire d'infection extraterrestre à contenir à grands coups de light gun. Le jeu est très proche de la version arcade, bien qu'inférieur en raison d'une résolution amoindrie et d'un cadre présent sur 15% de l'écran. C'est bien débile, et si vous avez la chance d'avoir un tube cathodique à la maison, un pote sous la main et deux Virtua Gun, vous passerez assurément une bonne soirée dans cette version d'X-Files dopée à la Red Bull. Petite pépite cachée du versus fighting de la Saturn, Astra Superstar se démarque par la beauté de ses sprites 2D. D'ailleurs, vous aurez besoin de la cartouche supplémentaire de RAM avec un MO pour faire tourner le soft. Le jeu repose sur un système de combat dans les airs, laissant la possibilité aux joueurs de voler au-dessus ou en dessous de l'adversaire, ce qui dynamise certes le gameplay, mais qui en contrepartie peut nuire à sa visibilité. Un jeu accessible, très spectaculaire, les coups spéciaux se déclenchant à l'aide d'une combinaison de deux boutons,
Il séduira les joueurs occasionnels du genre, mais risque rapidement de faire bâiller les fans hardcore du style. Petit fun fact, la version console était quasiment prête avant la version arcade. Bref, là, si vous avez des potes occasionnels qui sont en train de passer une soirée à la maison, vous pouvez le sortir, c'est sûr, ça va fonctionner. Et on repart avec un puzzle game adapté d'une carte STV, un falling block similaire à Tetris ou Columns au premier abord, mais qui possède une mécanique originale, le joueur devant faire correspondre les blocs nourriture avec le bon animal pour les faire disparaître. C'est un soft qui reste très proche de l'arcade perfect, ajoutant même un animal bonus pour cette version Saturn, un jeu fun, léger, à profiter à deux, c'est classique, mais c'est efficace. Vous connaissez sans doute les versions 16 bits de l'adaptation du très kitsch Batman Forever. Il est essentiel de poser vos mains sur cette dernière si vous n'y avez jamais joué. Beat'em up dans la plus pure tradition, Batman Forever, c'est très chargé graphiquement, rendant même le tout un peu brouillon. Les développeurs ont insisté sur un système de combo ultra vitaminé permettant d'infliger au-delà de 150 coups aux ennemis, c'est un peu n'importe quoi. Il manque, par rapport à la version arcade, quelques frames d'animation, et évidemment, les graphismes sont également moins fins. Mais le résultat n'est pas non plus catastrophique. Les niveaux sont variés, mais les nombreux gadgets n'évitent malheureusement pas de ressentir une certaine lassitude. Un beat'em up correct, bien loin des ténors du genre comme Guardian Hero. Batsugun est le dernier jeu du studio Toaplan, l'un des plus importants dans le style du shoot'em up des années 80-90. Batsugun, c'est un magnifique chant du cygne. Vertical scrolling shooter avec pour particularité un système d'expérience et une montée en niveau à chaque destruction de vaisseau ennemi, le soft sorti en arcade en 1993 reste magnifique d'un point de vue graphique. La fidélité du portage est exemplaire et les ralentissements sont rares. Une version spéciale disponible avec plus de power-up et un système de scoring différent. Le jeu est rare et donc malheureusement très cher. Surnommé par les fans Dondonpachi Zero, il serait dommage de passer à côté de l'ancêtre des Daimaku. A noter qu'il est toujours possible de se rabattre sur la réédition de 2024 sur console moderne. Une fois les portes du studio fermées, les développeurs, eux, iront fonder leur propre studio, Cave, Rising et Gazelle, et on en reparlera plus tard dans cette liste. Et le plus tard arrive très vite parce qu'il arrive maintenant avec Battle Garegga. C'est le premier titre du jeune studio Rising, un coup d'essai devenu coup de maître. Le jeu tourne à 60 fps constant, sans grande perte d'image ou de ralentissement notable. Une conversion solide pour un shoot'em up d'exception. Il est l'un des titres Saturn les plus recherchés du catalogue. Le jeu repose sur un système de scoring atypique. Le rank system punissant les excellents joueurs, la difficulté augmente si le joueur ramasse trop de power-up, survit trop longtemps ou garde trop de vie. Donc pour scorer, il faut volontairement mourir ou éviter certains power-up pour casser le rank. Brisant ainsi les mécaniques du shoot'em up classique, il faut jouer intelligemment et savoir quand se sacrifier pour jouer plus longtemps. L'équilibre survie-score est donc d'une complexité quasi mathématique. Ce système de scoring était par ailleurs caché dans la version arcade, ce qui provoquait la colère des joueurs à sa sortie, qui lui reprochaient un côté injuste. Sur Saturn, ce système il est ajustable. Ce sous-genre de la gestion de rank sera repris plus tard dans des titres tels que Ibarra ou encore Pink Sweet. Compilation de deux classiques de l'arcade de Taito, bien avant que ces personnages ne deviennent des mascottes du célèbre Puzzle Bubble, la réédition de ces deux titres surfe sur la nostalgie des joueurs de l'époque. Le principe est simple, vous incarnez un petit dragon tout mignon qui crache des boules pour capturer les ennemis que vous devez ensuite éclater. Jouable à deux en coopération, le système de scoring lui est basé sur la gestion des chaînes d'éclatement avec un timing serré pour faire des combos. La coordination et le placement est essentiel pour maximiser les bonus, rendant le jeu coop stimulant et très addictif, obligeant les deux joueurs à communiquer et à se synchroniser rapidement. Pas de surprise, la conversion est très fidèle mais minimaliste, aucune refonte graphique ni sonore, mais l'ajout d'un mode super avec des variations de niveau et d'ennemis. Assez addictif dans le style, avec ses graphismes tout mignons, c'est le jeu à sortir pendant les vacances de Noël pour jouer avec vos enfants ou vos petits-neveux.
avant que ces derniers ne retournent vite courir vers Roblox. Bubble Symphony est la suite de Rainbow Island, et il est sorti en arcade en 1994. En réalité, c'est une refonte graphique totale. Le concept reste le même et le tout est réparti sur 50 niveaux avec un système d'embranchement débouchant sur plusieurs fins, assurant ainsi une rejouabilité intéressante. La conversion du système F3 est ici très fidèle, démontrant une nouvelle fois avec quelle facilité déconcertante la Saturn peut adapter des titres en 2D. Les tons pastels sont très colorés, les sprites larges et détaillés, et l'animation toujours fluide. Si vous êtes habitué de la firme, vous vous amuserez à identifier les différentes références au jeu Taito présentes dans le titre. Les petits plus de la conversion sont assez anecdotiques, comme le choix de la difficulté ou encore la sauvegarde des scores. Et on entame notre tunnel des compilations Capcom avec le premier volume nommé Wings of Destiny, rassemblant les shoot'em up verticaux 1942, 1943 Battle of Midway et 1943 Kai. Capcom nous offre une conversion pixel perfect de ces trois grands noms pré-CPS du shooting game. Très basique dans sa formule, 1942 est basé sur l'esquive, avec une possibilité d'éviter les tirs ennemis en faisant des loopings. Long de 32 niveaux, ce fut le premier succès mondial de Capcom. Le scoring, lui, repose sur un système de chaîne, les avions rouges rapportant par ailleurs plus de points que les avions gris. 1943, lui, est sorti 2 ans après, en 1987, et il est plus riche, plus fluide et plus varié. Les développeurs ont fait le choix d'ajouter une barre de vie à votre avion, les power-ups sont variés, ces derniers augmentent la puissance des tirs ou remplissent la barre de vie. Le looping limité est toujours présent, mais devient un système de scoring stratégique. Éclater des ennemis au moment du looping rapporte plus de points. Par ailleurs, la dextérité du joueur est également récompensée. Plus votre avion est en bonne santé, plus le joueur gagne de points sur certains ennemis. La version Kai, elle, est une révision de 1943, faisant passer le scoring d'un simple compteur à un outil de jeu. Le rank system est intégré, influençant la difficulté du titre en fonction du score. 3 titres très intéressants en tout cas pour cette première compilation. Capcom Génération Volume 2, Ghosts and Goblins, Ghoul and Ghost and Super Ghoul and Ghost. Si Super Mario est trop dur pour vous, alors n'envisagez même pas cette série de jeux. Jeu de plateforme hardcore centré sur la saga du roi Arthur, le volume 2 de ce Capcom Génération présente les 3 titres qui sont Ghosts and Goblins, Ghoul and Ghost and Super Ghoul and Ghost. Le troisième étant une adaptation de la version Super Nintendo, elle-même étant un portage de la version arcade de 1988. Le principe reste le même pour les 3 titres, vous devez parcourir les niveaux en jonglant avec les nombreux mobs qui vous harcèlent en permanence tout en gérant des phases de plateforme. Si vous avez le malheur d'être touché, votre héros se retrouvera en caleçon, le second hit sanctionnera le joueur d'une vie. Un titre marquant à son époque autant par ses graphismes que par sa difficulté, ils sont encore aujourd'hui indémodables. Le portage Saturn est tout simplement parfait. Il témoigne également d'un certain sadisme de la part des développeurs, comme l'obligation de parcourir une seconde fois Ghosts and Goblins en mode encore plus hardcore pour débloquer la vraie fin du titre. Ghouls and Ghosts pour sa part introduit le double saut et une plus grande richesse dans les armures et les armes. À tester avec un stick pour être dans les conditions de l'époque, réservé bien évidemment aux plus patients d'entre vous. On passe maintenant à Capcom Génération Volume 3, une compilation hétéroclite qui oscille entre le run and gun et le vertical shooter. Capcom nous a préparé dans ce volume une sélection de 3 titres témoignant de l'évolution du genre. Tout d'abord, Commando. Considéré comme l'ancêtre du run and gun militaire moderne, il a directement inspiré Ikari Warriors. Jouable en coopération, le système de scoring repose sur un système de chaîne, très sympa à parcourir. Sa suite, Mercs, n'en est pas moins intéressant. Jouable initialement à 3 sur borne d'arcade, la version Saturn dut se limiter à 2 joueurs. Capcom introduisant le concept de multiplicateur de points invisibles récompensant les chaînes rapides et la destruction de structures. Plusieurs niveaux contiennent des boss et ennemis cachés uniquement débloquables après certains scores, ce qui offre une rejouabilité. Graphiquement époustouflant pour l'époque, tournant sous CPS 1, il ouvre la voie à une série de titres tels que Shock Troopers ou encore Gun Force. Gunspock, lui, est assez différent, il tient plus du vertical scrolling shooter. Le joueur peut tirer dans les 8 directions et doit jongler avec des ennemis présents tout autour de lui. Avec son ambiance western atypique pour l'époque et son système de scoring axé sur la précision et la rapidité,
il est le titre le plus hardcore de cette compilation. La conversion des 3 titres est ici une nouvelle fois fidèle et offre quelques options comme une galerie d'images ou bien une sauvegarde de score, ce qui reste anecdotique. Et on arrive enfin à la dernière compilation de ce Capcom Génération. Compilation de titres arcade moins connus du grand public pour certains, ce volume n'en demeure pas moins intéressant. Tout d'abord, Sanson, un platformer side-scrolling où le joueur contrôle Sanson, un singe aspiré du voyage en Occident. Le jeu est considéré comme un prototype des futurs platformers de Capcom et a largement influencé Ghosts & Goblins. Obligeant le joueur à passer d'une plateforme à l'autre de haut en bas, chaque niveau débouche sur des ennemis récurrents et un boss à la fin. Un jeu particulier reposant sur un système de chaînes, encore une fois, et d'items à ramasser. Rarement réédité, la version Saturn est considérée comme la meilleure version disponible. Pirate Ship Higemaru est un top-down action. Le joueur incarne un pirate qui doit capturer des trésors sur un navire infesté d'ennemis. Vous pourrez vous défendre en envoyant à la face de vos adversaires des tonneaux, en prenant garde que les ennemis ne se soient pas cachés à l'intérieur. Encore une fois, nous nous retrouvons face à un système de scoring basé sur les chaînes et un bonus multiplicateur si le joueur termine le niveau sans mourir. Un jeu coloré dans le style cartoon réservé aux amateurs du scoring. Et enfin, pour terminer, un shoot'em up vertical connu sous le nom de Savage Bees, considéré comme le petit frère de 1942, ce dernier contextualise l'action dans un univers SF. Quelques power-up classiques et un boss à la fin de certains niveaux attendent le joueur. Toucher certains ennemis dans un ordre précis, tout comme l'élimination d'une vague complète peut rapporter des points bonus, un bon shoot'em up réservé aux amateurs qui passeront outre ces graphismes très années 80. Cléopatra Fortune, portage du puzzle game de Taito sorti sur système F3. Cléopatra Fortune repose sur un système d'enfermement. L'objectif est d'encadrer les sarcophages et les joyaux pour faire disparaître les pierres. Lorsqu'un groupe disparaît, les blocs du dessus tombent, créant ainsi des réactions en chaîne et par logique, plus une chaîne est longue, plus le score est élevé. Un enfermement parfait rapportant par ailleurs un bonus de score. Le portage est ici parfait, on est quasiment sur de l'arcade perfect. La bande son profitant d'une qualité CD grâce à la Saturn. A noter le mode Mystery où chaque stage présente un plateau prédéfini avec des blocs placés. L'objectif étant de remplir une condition spécifique comme la réalisation d'une chaîne d'une longueur précise ou de vider l'écran de tous les blocs. Un système de chronomètre est également présent. Ce mode énigme est un atout de taille car à la différence de la version arcade qui est infinie et seulement basée sur le score, ce dernier propose une structure de progression et une fin. Un puzzle game tout mignon pour les amateurs du genre. Et là, on touche de nouveau au classique avec Cotton 2 Magical Night Dream. 4ème épisode de la série Cotton, très populaire au Japon, cet horizontal shooter est considéré comme l'un des plus beaux de la Saturn, pouvant d'ailleurs être boosté par la cartouche RAM. Encore une fois, la conversion de la version STV est de qualité. Le joueur doit parcourir 6 stages dans un univers très mignon, seul ou avec un ami. Le système de jeu repose sur 3 boutons principaux, le tir de base améliorable avec des cristaux ramassés sur les ennemis détruits, la chope qui permet d'attraper les ennemis, les projectiles ou les objets et de les relancer sur l'écran, et enfin l'équivalent de la Smart Bomb. Le système de chope permet de créer des combos en détruisant plusieurs ennemis d'un coup, voire de prendre son partenaire et de le balancer sur ses ennemis, ce qui est assez rigolo, faisant de Coton un shoot assez hybride dans le genre. La magie quant à elle se recharge à l'aide de cristaux, les 4 personnages jouables possédant leurs propres attaques élémentaires. Il existe par ailleurs des sorts cachés accessibles via une combinaison de boutons particulière. Chaque attaque magique débouchant sur une multitude de cristaux, elle devient alors stratégique dans son utilisation, les cristaux étant l'item permettant de gagner en puissance, donc l'item le plus recherché. Un incontournable de la Saturn, très recherché par les fans du genre. Cotton Boomerang est une révision de Cotton 2, sorti la même année sur arcade et console. Le jeu supprime le scénario de Cotton 2 et remanie la disposition des stages. Le game system reste le même, donc je vais pas me répéter, c'est à peu près la même chose que Cotton 2. On notera seulement l'ajout d'effets 3D sur Saturn, mais contrairement à Cotton 2, Boomerang n'est pas compatible avec la cartouche RAM. En fait, il n'en a pas vraiment besoin, les équipes de Success commençant à maîtriser la machine.
Rail Shooter horrifique de Konami, Crypt Killer ou Henry Explorer au Japon est une adaptation du système Konami HQ. Un rail shooter en 3D précalculé avec des sprites 2D représente bien la transition de la période entre la 2D et la 3D. Il prend place dans un univers horrifique à travers 6 niveaux sélectionnables dans n'importe quel ordre, chaque niveau étant divisé en 4 actes. La durée d'une run reste assez courte, mais la possibilité de choisir plusieurs embranchements permet de rehausser la durée de vie. Le rendu du portage est fluide et offre une qualité sonore rehaussée sur Saturn. Malheureusement, le tout souffre d'une compression des assets et de la résolution pour maintenir le framerate. Le jeu reste tout à fait jouable, mais la conversion est très loin de l'arcade perfect. Pas d'ajout notable sur cette version Saturn, au mieux quelques options de difficulté propres aux adaptations console. Le jeu reçut un accueil mitigé à l'époque de la part de la presse, cette dernière recommandant de faire le titre à 2. Crypt Killer n'est certes pas un grand classique, mais il reste cependant un bon shooter de série B, de par son ambiance et son esthétique. Cyberbot Full Metal Madness, un jeu de versus fighting de Capcom, tournant cette fois-ci sur une borne CPS2 et spin-off du Beat'em Up Armored Warriors. Cyberbot est l'ancêtre éloigné de Techromancer pour ceux qui connaissent. Proposant aux joueurs 6 pilotes avec leur arc narratif propre et 12 mechas pour la partie attaque coups spéciaux, le jeu est une conversion solide du CPS2. Cependant, le soft accuse quelques baisses de framerate sans la cartouche RAM de 1 méga. La version boostée permet d'avoir moins de coupes dans les animations et une fluidité très proche de la version arcade, ce qui en fait le meilleur portage sur console 32 bits. Les habitués du versus fighting seront dans un premier temps déstabilisés par la lourdeur des personnages, là où un Street Fighter Alpha mise plutôt sur la nervosité et le côté aérien. Un jeu atypique qui rappelle que Capcom n'hésitait pas à l'époque à prendre des risques et d'explorer la formule en la diversifiant. Darius 2, logiquement, est la suite directe du hit de Taito Darius. La Saturn ici s'offre une conversion arcade perfect de ce shoot'em up de 1989. Le titre avait marqué les esprits avec sa borne composée de 2 écrans, voire 3 dans certains cas, et il offrait un affichage panoramique très large. On imagine le défi pour les équipes chargées de le porter sur un seul écran cathodique. Le jeu se repose sur une structure non linéaire avec des embranchements au milieu des niveaux et à la fin de ces derniers, permettant une belle rejouabilité. Le choix de la route aura par ailleurs une importance sur le scoring et demandera une vraie réflexion. On retrouve comme dans de nombreux shoots de cette période un système de rank augmentant la difficulté. Le portage propose tout de même la possibilité de simuler le large champ de vision de la borne, même si ce n'est pas idéal. Il reste en tout point supérieur au portage sur 16 bits, et par là même la meilleure version à faire sur console de salon. Décidément, Taito aime la Saturn, et offre un portage de son système F3 avec le titre Darius Gaiden. Ce dernier s'inscrit dans la lignée de Darius 2, graphiquement le F3 permet d'afficher des sprites volumineux et gère de nombreux effets de transparence et de zoom. La Saturn arrive sans peine à gérer ces nombreux effets et se voit dotée d'un mode exclusif permettant de configurer les armes, la difficulté et d'accéder à n'importe quelle zone pour s'entraîner. La progression se fait toujours sur un choix de cette zone sur un total de 28, offrant une forte rejouabilité, un titre phare qui fut cité comme source d'inspiration par Zone, le créateur de Touhou. Dark Legend est une nouvelle adaptation de la plateforme STV avec ce versus fighting de Data East. Reprenant les personnages inspirés par le roman chinois Water Margin, ce versus est assez classique pour l'époque. On notera une barre de durabilité pour l'arme, cette dernière pouvant être brisée par votre opposant, votre personnage devant poursuivre le combat à main nue, perdant en force de frappe et de vitesse. Une mécanique intéressante offrant des combats centrés sur cette stratégie. La conversion permet de déverrouiller quelques personnages cachés avec l'ajout d'une version spéciale augmentant la palette de coups des personnages et accélérant le rythme. Une seconde version corrigée appelée Funsaiki paraîtra sur Saturn un peu plus tard, considérée comme l'édition ultime. La réception fut tiède de la part de la presse, saluant les graphismes mais critiquant un certain manque d'originalité. Nous, on vous laissera seul juge.
Daytona USA, le poids lourd de l'arcade attendu au tournant par les possesseurs de Saturn. C'est le premier jeu en 3D texturé tournant à 60 fps. Daytona USA était au centre du duel entre Sega et Sony, ces derniers ayant dégainé en face Ridge Racer. Un jeu de course typé arcade avec des rivaux devenant de plus en plus agressifs au fur et à mesure de la progression dans le classement, nerveux, rapide, avec des graphismes magnifiques. Mais rien ne s'est passé comme prévu, le développement du titre fut lancé en urgence pour accompagner la sortie de la console, et les développeurs n'eurent que 5 mois pour accoucher du titre sur un hardware complexe. Le résultat s'en ressent, le titre peine à tourner sur 30 fps stable et la résolution est amoindrie. Les textures sont brutes et le nombre de polygones drastiquement réduit. Malgré tout, le résultat était spectaculaire pour cette époque, où afficher de la 3D sur une console de salon était une nouveauté. Le titre se vendit à 1 million d'exemplaires, un mode miroir était débloquable et une voiture bonus également. 2 autres itérations suivront et amélioreront l'expérience. Personnellement, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet si ce dernier vous intéresse. Et pour terminer cette première vidéo, on va parler de Dead or Alive. Motivé par la volonté d'entrer en concurrence directe avec Tekken, Tecmo développa sur Model 2 le premier Dead or Alive. Son gameplay nerveux marqua autant les esprits que son visuel très axé sur les courbes féminines. Une alternative crédible à Virtua Fighter 2 et à Tekken, très accessible avec son système de combo rapide empruntant au passage la possibilité de sortir l'adversaire de l'arène comme dans Virtua Fighter. Le moteur de jeu fut totalement réécrit pour la Saturn et offre un résultat très convaincant. Bien évidemment, on passe de 60 à 30 fps et la résolution est amoindrie à 320 par 240, tout comme le nombre de polygones passant de 300 000 à 100 000. Mais l'utilisation astucieuse du VDP2 pour afficher les arènes en 2D et celle du VDP1 pour les personnages permet de maintenir un framerate solide. Un jeu qui sauva Tecmo de la faillite, se vendant à 1,5 million d'unités sur les deux consoles 32 bits.